Et ce soir, on va finir ça en beauté, vraiment, avec Louis de Beaumont, que je vous présente tout de suite, qui est professeur au département de psychologie, ici à l'UQTR, mais aussi titulaire de la chaire UQTR sur le traumatisme crânien et chercheur régulier à l'hôpital Sacré-Cœur, au centre de recherche de l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Ça va jusqu'à maintenant, j'ai tout dit comme il faut. OK. Donc, Louis fait de la recherche sur les commotions cérébrales, ce dont il va vous parler ce soir, et vous l'avez peut-être vu dans les médias parce qu'il y a certaines de ses découvertes qui ont été présentées et dont il va parler ce soir aussi dans les médias, dans les mois qui viennent dans les derniers mois. Et il a été d'ailleurs reconnu comme ayant fait l'une des 10 découvertes les plus importantes, les découvertes scientifiques les plus importantes en 2014 au Québec. Alors, on est super fiers de lui et content de l'avoir dans notre équipe. Il est à l'UQTR depuis 2011. Et voilà, il va nous parler ce soir des contre-coups des commotions cérébrales. Alors, merci beaucoup, Louis, d'être là. Merci d'être ici en si grand nombre. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir pour vous parler effectivement des contre-coups des commotions cérébrales. Et pas peur, je ne vais pas simplement vous parler de recherche aujourd'hui. Il y a un grand pan de cette présentation-là qui a des vertus cliniques pour le grand public, pour les gens qui veulent en savoir plus sur les commotions cérébrales aussi. Donc, mon penchant pour la recherche ne paraîtra pas trop jusqu'à la moitié, jusqu'à la mi-chemin. Et là, vous allez voir ce que j'ai fait au cours des dernières années. Donc, pour vous montrer, premièrement, une vidéo sur les effets des commotions cérébrales. Je tiens à vous le montrer pour vous montrer qu'une commotion cérébrale, ça n'a pas de l'air nécessairement d'être si grave que ça. Mais ça va me permettre également de vous montrer certains symptômes clés de la commotion cérébrale qu'on va observer chez un joueur. En fait, c'est sur un patineur de l'équipe canadienne qui est mon ami, en fait, qui m'a donné les droits de faire ceci. Simplement pour que vous puissiez le voir, je vais vous envoyer ça. C'est une course dans un pays asiatique, je crois. Il y a quelques tours, là. Vous pouvez apprécier le sport quand même. J'ai laissé les tours juste pour vous montrer qu'il y avait une espèce de fatigue qui pouvait s'installer chez l'athlète, qui pouvait mener également à des symptômes par la suite. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail. Regardez ici, là, vous voyez un écroulement, une perte de tonus. Il essaie de se relever, c'est pas un gars typique qui essaie de se relever. Surtout quand il y a une course à gagner quand même. Par la suite de ça, c'était Olivier Jean qui a participé aux Jeux olympiques en 2002, 2006, non 2006, 2010, 2014. Puis à la suite de ça, il a subi quand même des contre-coups, des commotions cérébrales qui ont duré pendant 6 mois. Quelque chose qui a de l'air très, très anodin à la base, mais qui entraîne parfois des symptômes qui peuvent durer dans le temps. Donc aujourd'hui, je vais vous tenter de vous donner un peu d'informations sur ce que sont ces symptômes à long terme des commotions cérébrales-là, mais également ceux dans la phase très, très aiguë. Qu'est-ce qu'on observe à la suite d'une commotion? Donc, aujourd'hui, je vais vous donner pas mal cette information-là, en commençant à la phase aiguë, qui est caractérisée dans les premières minutes après l'accident. Ensuite, dans les premières heures à la suite de l'accident, dans des quelques heures à la première journée, et ensuite, beaucoup, beaucoup plus tard, quelles sont les répercussions des commotions cérébrales. On va également parler de comment on gère les commotions cérébrales, un enjeu très important. Je vois quand même qu'il doit y avoir des parents, des athlètes également ici. Présentement, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a subi une commotion cérébrale? Quelle attitude on doit adopter pour favoriser un retour au jeu qui est le plus sécuritaire possible? Je vais vous montrer certaines données également sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne respecte pas les protocoles de retour au jeu. C'est quoi les dangers qui sont encourus? Ensuite, après vous avoir un peu déprimé, je vais vous donner des notions sur l'espoir. L'espoir qui existe plus que jamais dans le traitement, dans l'intervention auprès des athlètes commotionnés.
Dans mes laboratoires, en fait, on est en train de développer 2 protocoles de traitement qui fonctionnent vraiment très, très bien. Vous allez voir en avant-primeur les résultats de nos projets qui sont actuellement en cours à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Donc, vous avez dit combien? Combien vous pensez qu'il y a de commotions cérébrales qui surviennent aux États-Unis? On prend tout le temps des stats américaines parce que, bon, ils ont vraiment une capacité à ramasser des stats qui est impressionnante parce qu'ils ont des dossiers électroniques médicaux, ce qu'on n'a pas encore au Québec. Ça fait 10 ans qu'on essaye, mais on n'est pas capable. Donc, en fait, on évaluait, avant la présence des dossiers médicaux, on évaluait à 300 000 cas par année aux États-Unis. La réalité ressemble beaucoup plus à 1,8 million de nouveaux cas de commotion cérébrale aux États-Unis par année. En fait, dans une seule saison, il y a des données canadiennes qui viennent de sortir depuis une couple d'années en Ontario qui montrent que de 5 à 20 des joueurs d'une équipe de hockey vont subir une commotion cérébrale au cours d'une saison. Ce qui veut dire que pour une équipe de 20 joueurs de hockey, il devrait en avoir normalement autour de 4 à 5 qui vont subir une commotion cérébrale dans une saison, ce qui est absolument énorme. Absolument énorme si vous pensez que ces gars-là probablement vont jouer pendant 10-15 ans. Okay? Donc, multiplier le facteur, il y a des très, très, très bonnes chances que la majorité de ces athlètes-là vont avoir subi au moins une commotion cérébrale dans leur carrière. Autre donnée sur ce 1,8 million-là, c'est une large sous-estimation, en fait, parce que les athlètes ont cette tendance à ne pas rapporter leurs symptômes des commotions cérébrales. Okay? Pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils ont peur de perdre leur rang dans leur équipe. S'il y a des athlètes dans la salle, probablement vous vous reconnaissez. Quand on est sur le 2e trio au hockey, on ne veut pas se ramasser sur le 4e parce qu'on a une commotion, on ne le dira pas. On va garder ça secret. Également, il y a plusieurs enjeux. Dans une ligue professionnelle où on parle de football ou de hockey, d'avoir eu des commotions cérébrales, lorsqu'on est identifié comme un commotionné, le risque de signer un contrat de 10 ans après, pensez-vous qu'il est élevé? Il diminue de façon drastique. Okay? Donc, ce qui se passe, c'est que les athlètes vont avoir cette tendance à ne pas rapporter leurs symptômes, et à ce moment-là, ils vont retourner au jeu dans une situation où ils sont particulièrement vulnérables aux commotions cérébrales subséquentes. Donc, c'est quoi une commotion cérébrale maintenant? Pour qu'on s'entende, premier mythe qu'il faut enlever, c'est que ça ne prend pas nécessairement une perte de conscience pour avoir une commotion cérébrale. La commotion cérébrale, c'est caractérisé avant tout par un état confusionnel. C'est donc d'être confus à la suite d'un coup qui ne doit pas nécessairement être porté directement à la tête. Ça, c'est un autre mythe qui doit être affranchi. Lorsqu'on se fait frapper très, très fort, okay, un joueur, par exemple, il regarde le ballon comme ça puis il se fait frapper, ce n'est pas nécessairement besoin d'avoir un coup directement sur la tête parce que simplement le transfert de force qui va s'appliquer sur le corps de celui qui reçoit le ballon et qui ne s'attend pas à se faire frapper, peut être suffisant pour que la tête bouge suffisamment pour qu'il y ait du dommage et une confusion qui s'ensuit. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une force qui est appliquée soit directement ou indirectement à la tête. Directement, c'est un peu comme à la boxe. C'est un coup, vraiment un bon punch dans le visage. Indirectement, vous allez voir comme 2 jeunes qui se rentrent dedans. Tu sais, en ce moment, ils ne se sont pas cognés tête à tête. Là. Ils se sont juste, en fait, rentrés dedans à toute vitesse. Leur cerveau bouge dans la boîte crânienne et va heurter la boîte crânienne. Et à ce moment-là, il peut y avoir du dommage. C'est s'il y a suffisamment de forces qui sont impliquées. Qu'est-ce qui se passe si on regarde un peu la mécanique de la commotion cérébrale? Donc, ce que vous voyez ici, vous voyez lorsqu'il y a un coup, il peut y avoir un dommage ici dans la région un peu rougie, ici en frontale, où il va y avoir un site d'impact. Et on appelle la blessure contre-coup lorsque le cerveau se retourne vers l'arrière du cerveau. Et là, il peut y avoir un dommage à l'arrière du cerveau. On appelle ça la blessure coup contre coup. Après ça, la personne va avoir des symptômes qui vont impliquer à la fois les ondes frontales du cerveau et occipitales du cerveau, donc à l'arrière du cerveau. Le degré de sévérité a longtemps été discuté dans le domaine des commotions cérébrales. Je vais vous dire d'emblée qu'on ne parle plus de ça. La sévérité d'une commotion cérébrale dans le sport, ça n'existe pas. Okay? Donc, avant, on parlait qu'un accident de grade 1, c'était lorsque la confusion durait de l'ordre de moins de 15 minutes, sans perte de conscience. Vous remarquez le mot important, il ne suffit pas d'avoir une perte de conscience pour avoir eu une commotion cérébrale. Juste la confusion qui dure quelques minutes, c'est suffisant. Ensuite, c'est une grade 2, c'était une confusion de plus de 15 minutes, sans perte de conscience. Et le grade 3, qu'on disait le plus sévère, était caractérisé par une perte de conscience qui survient à peu près en passant juste dans 10% des cas de commotion cérébrale. Okay? Donc, fiez-vous pas au fait qu'il n'a pas perdu conscience, il va être correct. Okay? Ce n'est absolument pas le cas, d'une part. Deuxièmement, la perte de conscience elle-même n'est pas prédictive du tout
de si l'athlète va bien se remettre ou non de sa commotion cérébrale. Il est très possible que quelqu'un qui a été confus seulement pendant 3 minutes expérimente des symptômes très, très longtemps après. C'est aussi probable que quelqu'un qui a perdu conscience. C'est pour ça que je vous dis qu'une commotion cérébrale légère, c'est un terme qu'il ne faut plus employer, parce que vraiment, pour mesurer sa sévérité, il faut regarder à long terme. Okay? Est-ce que les symptômes vont durer longtemps? Et il n'y a aucun degré de prédiction lié à la sévérité, donc on a abandonné cette classification-là. Donc, comme je vous dis ici, les séquelles post-commotionnelles ne sont pas liées à la sévérité de la commotion cérébrale subie. Okay? Donc, quand votre enfant dit « Oh non, je n'étais pas si pire, j'étais juste confus un petit peu », est-ce qu'on l'écoute, votre enfant, ou les gars, les athlètes que je vois ici, est-ce qu'on se fie au fait que oh, j'ai juste été mêlé 3-4 minutes? Absolument pas. Ce n'est pas prédicteur de combien longtemps vous allez avoir des symptômes. Okay? Donc, ça doit être pris en charge avec sérieux. Peu importe que ça ait été très court ou plus long, on doit prendre ça très, très au sérieux. La raison pour laquelle on fait des présentations comme celle-ci lorsqu'on travaille sur les commotions cérébrales, c'est qu'on sait très bien qu'à part dans les niveaux juniors majeurs, très organisés, ou des ligues universitaires ou professionnelles, qui sont les répondants par rapport aux commotions cérébrales? Est-ce qu'il y a toujours un médecin sur le côté, sur la ligne de côté, que ce soit au football ou au hockey ou dans les estrades? Dans la majorité des cas, il n'y en a pas. Hein? Donc, c'est la responsabilité de tous et chacun d'aller dépister, d'aller reconnaître les symptômes de commotion cérébrale. C'est pour ça qu'on refuse rarement des invitations comme celle-ci. Donc, les symptômes que vous allez observer chez votre enfant ou chez vous-même, votre chum, votre blonde, vous pouvez observer une confusion, donc une pensée altérée. C'est assez évident. Là. Tu sais, si tu lui demandes, dis-moi 2 plus 3, il risque de le manquer. Okay? On ne parle pas d'un enfant de première année. Là. On parle d'un enfant, quelqu'un de 15 ans, il est supposé de savoir 2 plus 3 assez facilement. Des pensées récurrentes également. Ils vont avoir tendance à demander « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? » Ils vont pouvoir le dire 15 fois en ligne. « Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai mal, il n'arrête plus. » Bien, ça, c'est des indices de commotion cérébrale. Également, la perte de conscience, évidemment. Ça, c'est bien rare que les athlètes retournent au jeu après une perte de conscience. C'est normal. L'amnésie post-traumatique aussi. Si l'athlète vous dit je ne me rappelle plus des quelques minutes qui ont précédé l'accident et je ne me rappelle plus des minutes qui ont suivi l'accident, par exemple, s'il dit qu'est-ce qui vient de m'arriver? Est-ce qu'on retourne l'athlète au jeu? Jamais. Vous courez un risque à ce moment-là. C'est évident. C'est un symptôme assez sévère, l'amnésie, hein, quand on y pense. Le regard vide et fixe, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer une vidéo d'un jeune, vous allez remarquer son visage dans son casque de football qui est vraiment un peu comme le visage d'un patient Alzheimer's. Est-ce que vous avez déjà vu des gens Alzheimer's? Ils ont une espèce de regard vide, très, très creux. Mais on le retrouve chez les commotionnés, ce même visage-là, ce même regard-là qui regarde nulle part. Tu sais, qui ont l'air dans la lune la plus loin du monde. Également, ils ne clignent pas des yeux. Donc, regardez ça, là, ils vont regarder les yeux ouverts. Ils ont l'air un peu des extraterrestres. C'est assez intéressant. Également, ce que vous allez remarquer, c'est que s'ils essaient de se relever rapidement, souvent surtout les gars, sont très orgueilleux. Tu sais, les athlètes, ils ne veulent pas tomber quand ils se font frapper. C'est un réflexe de gars. Ils vont essayer de se relever puis ils vont retomber sur le côté. Ça, typiquement, ce n'est pas bon signe. Hein? Il peut avoir eu une commotion cérébrale. C'est un des symptômes cardinaux les plus évidents. L'irritabilité aussi, ce qui peut donner place à des scènes assez amusantes. C'est que des gros joueurs de football de 300 livres, vous pouvez vous imaginer, pendant des années, j'ai suivi les joueurs des Canadiens, pas des Canadiens, mais des joueurs des Carabins de football à l'Université de Montréal. Puis on voyait un gros gars, là, 300 livres, qui était ses lignes de côté, puis il pleurait. T'sais. Ça, typiquement, c'est pas normal. Là, devant ses 90 coéquipiers, il ne veut pas trop pleurer. C'est pas trop son genre. Donc, réactivité émotionnelle excessive, il se met à crier pour rien. On ne le retourne pas au jeu, ce gars-là. Également, s'il y a des convulsions, mais là, vous n'êtes pas nono, là, on ne retourne pas à quelqu'un qui a convulsé, on retourne sur le terrain. Non, j'ai jamais vu ça. Mais ça arrive quand même quelquefois. Et des vomissements aussi, c'est très fréquent. À ce moment-là, les gens, normalement, ont des bons réflexes. Les situations que les gens manquent très souvent, c'est lorsqu'il y a juste eu un peu de confusion, c'est revenu vite. Puis là, tu lui demandes, t'as-tu mal à la tête? Non. Mais lui, il est confus, là, ça ne paraît pas. Là. Est-ce que tu te rappelles? Oui. C'est les situations où vous allez faire des erreurs si vous n'êtes pas systématique et conservateur. Donc, pour vous aider, pensez à un patient Alzheimer. Ils ont vraiment des similitudes dans les premières minutes après l'accident, un patient Alzheimer. Donc, ils vont tout oublier ce qui se passe, ils vont faire plusieurs erreurs de jugement également. Moi, j'ai déjà vu des athlètes, des footballeurs qui étaient sur les lignes de côté, qui sont partis dans la ligne, pas de casque. Typiquement, ben, tu leur sors du jeu, hein, parce que c'est dangereux, on s'entend.
L'évaluation maintenant sur les lignes de côté, vous allez voir, il y a deux formats. Il y a un format qui est plus pour les gens qui sont des intervenants directs, c'est un format qui est plus long. Il y a également celui que je trouve intéressant, c'est celui le format de poche que tout parent, tout athlète peut avoir. Puis en fait, ça ne prend pas de connaissances médicales pour l'utiliser. Okay? C'est ce qui est génial avec ça. N'importe qui peut demander ces questions-là de façon systématique et dépister, du moins, une commotion cérébrale. Puisque, comme je vous l'ai dit au début, ça survient bien souvent dans un milieu où il n'y a pas de contrôle médical. Donc, je vais vous montrer le format de poche en premier. Donc, ça a été développé, vous voyez, par les grandes organisations mondiales, autant la FIFA, les organisations olympiques, le hockey international, où on va regarder des indices visibles de commotion cérébrale que je vous ai déjà parlé. Hein, si le regard est vide, des confusions, s'il reste couché, immobile, typiquement, ce n'est pas bon signe, perte de connaissance ou de réactivité. On va regarder ensuite pour des symptômes qui vont se présenter à la suite. Vous allez poser des questions. Est-ce que, par exemple, tu as des nausées? Est-ce qu'il y a de l'air endormi et tout ça? Donc, toute la liste des symptômes que vous voyez ici, on peut les observer immédiatement après la commotion cérébrale. Est-ce qu'ils ont besoin d'être tous là? Absolument pas. S'il y en a quelques-uns, c'est suffisant pour dire « OK, on te retire au jeu pour le reste de la journée ». Ensuite, fonctionnement de la mémoire, question qui est accessible à tous. C'est dans quel stade on est aujourd'hui, dans où on joue présentement, à quel mi-temps sommes-nous, qui a marqué en dernier au cours de ce match, contre quelle équipe avez-vous joué la semaine dernière ou le dernier match. Okay? Votre équipe a-t-elle gagné le dernier match? Un sportif typique, là, il va s'en rappeler s'il a gagné la dernière partie. Aussitôt qu'il y a des erreurs dans ces questions-là, ne serait-ce qu'une erreur, ça montre qu'il y a une confusion qui est installée. Okay? Qu'est-ce que vous faites? L'athlète ne retourne jamais au jeu. L'autre inquiétude souvent que les parents vont avoir, puis je vais en discuter tout de suite, puis je vais y revenir un peu plus tard, c'est quand est-ce qu'on l'amène à l'hôpital? Okay? Ça, c'est la question qu'on ne sait jamais. Dans la majorité des cas, les commotions cérébrales, ce n'est pas nécessaire d'emmener à l'hôpital. Mais si vous voyez justement que quelqu'un se plaint de douleur au cou, ça peut être dangereux. Donc, il faut appeler à ce moment-là le transport ambulancier dans ces cas-là. S'il y a vraiment une confusion croissante, dans les faits, ce que vous voulez observer, c'est si les symptômes augmentent dans le temps, c'est très mauvais signe. C'est un signe neurologique qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête d'anormal. S'il dit « Ah, j'ai de plus en plus mal à la tête, ça ne va pas », s'il vomit, puis il vomit, puis il vomit, on envoie à l'hôpital à ce moment-là, il peut se passer quelque chose de grave. On adopte une attitude plus conservatrice. Donc, dans des conditions où il y a une crise d'épilepsie ou des convulsions également, c'est systématique. Il doit y avoir une prise en charge qui est médicale dans ces situations-là. D'accord? Donc, c'est des outils qui sont disponibles en passant sur le web. Le SCAT3 en format de poche, là, vous pouvez le trouver, c'est en français. C'est sur le site de l'INES, qui est INESS, qui est l'institut ici au Québec qui décide un peu des grandes orientations des traitements au Québec. Donc, vous allez trouver ça très, très facilement. SCAT3. Le format un peu plus pour les professionnels de la santé, je vais vous l'exposer. Vous pouvez voir ici ce qu'on va faire, c'est qu'en premier lieu, on va faire ce qu'on appelle l'échelle de coma de Glasgow, qui est une échelle de traumatisme crânien. Si ton score, normalement, des athlètes va toujours se situer entre 13 et 15, okay, à cette batterie-là. Ça va regarder de façon systématique la réponse oculaire, est-ce que les yeux ouverts ou fermés, la réponse verbale, est-ce qu'il est complètement désorienté ou est-ce qu'il fait juste des bruits, il n'est pas capable de parler, puis c'est très, très mauvais signe. Et normalement, comme je vous l'ai dit, le score supérieur à 13, c'est un traumatisme crânien léger. Dans le cas d'un traumatisme crânien modéré, c'est de 9 à 13. Dans ce cas-là, en bas de 13, il faut nécessairement envoyer à l'hôpital. On l'envoie toujours parce que les risques de séquelles neurologiques sont quand même relativement élevés. On parle de 50-60 %. Okay? Dans les commotions cérébrales, c'est rare par contre. On parle surtout de traumatisme crânien léger. Ensuite, on va regarder ce qu'on appelle le score de Maddox. Ça, c'est vraiment les questions d'orientation dont je vous ai parlé tantôt. Là. Votre équipe a-t-elle gagné le dernier match, etc. Puis on score sur 5. En passant, aussitôt qu'ils ont 4 sur 5, c'est anormal. L'athlète ne retourne pas au jeu. Et on continue ensuite pour regarder la présence des symptômes. On demande à l'athlète de nous dire de 0 à 6 s'il sent des maux de tête, des nausées, des étourdissements, en tout cas toute la liste de symptômes que vous pouvez retrouver ici. Par contre, je vais vous dire d'expérience, fiez-vous pas trop à son témoignage à l'athlète, okay? Parce qu'il est confus. Là. Fait que
de rapporter de 0 à 6, c'est déjà un peu complexe pour quelqu'un qui est confus. Ce n'est pas le plus sensible des instruments, celui-là. Ceux qui sont très sensibles, à mon avis, les plus sensibles, c'est ceux de l'évaluation cognitive. Donc, on va demander des questions d'orientation qu'on appelle. Quel mois sommes-nous? Quelle est la date aujourd'hui? Quel jour de la semaine sommes-nous? En quelle année sommes-nous? Quelle heure est-il? À 1 heure près. Okay? Ensuite, ce qu'on fait, c'est une liste très courte de 6 mots qu'on va faire répéter 3 fois, à 3 reprises. Donc, l'athlète doit dire le plus de mots possible des 6. Typiquement, quelqu'un de normal, au deuxième essai, va les avoir les 6, toujours. Okay? Ce n'est pas beaucoup, 6 mots, là, franchement, à se rappeler. Puis c'est des mots communs. Vous pouvez voir, c'est coude, pomme, tapis, siège, ballon. En fait, c'est 5 mots. C'est vraiment pas grand-chose. Au troisième essai, c'est attendu que tout le monde les aille. Okay? Et plus tard, à peu près 5-6 minutes plus tard, on va demander de mémoire. Dis-moi les 5 mots que je t'ai fait passer tantôt. Okay? Un commotionné, typiquement, de mémoire, un peu comme un Alzheimer's, il va en dire 1 sur 5 ou 0 sur 5. Donc, ça ne ment pas. C'est extrêmement sensible, la mémoire. L'autre qui est très sensible, c'est de compter à rebours. Comme vous voyez ici, 4, 9, 3, il doit dire 3, 9, 4. Donc, compter à rebours avec des séquences qui augmentent en difficulté. Typiquement, il devrait réussir jusqu'à 4, 5. Ce n'est pas très discriminatif comme test, par contre, mais bon, on l'utilise. Un autre très bon test, c'est l'examen de l'équilibre, où on va me demander des positions de pied. Rester sur tes 2 pieds sans basculer en fermant les yeux. Ça paraît niaiseux quand on n'est pas commotionné, mais eux autres, ça tourne. Fait que si je leur demande de se mettre comme ça, avec le pied, la jambe dominante derrière, on va voir que les gens vont avoir tendance à osciller. Puis, s'ils compensent comme ça, sur une période de 5 secondes, c'est anormal. À ce moment-là, évidemment, on ne le retourne pas au jeu. Pensez un petit peu au principe de base qui est très simple. C'est que s'il retourne au jeu et il se fait frapper, est-ce qu'il va avoir de l'équilibre pour résister au coup? Aucunement. Donc, on ne peut pas le retourner au jeu, ça n'a pas de sens. Okay? On va regarder également la coordination des bras. Donc, est-ce que les bras les mouvements de bras sont bien enchaînés? C'est ce qui va compléter vraiment l'évaluation. Donc, aussitôt qu'on a un doute, le principe de cet examen-là qu'on a travaillé, on dit on ne retourne pas l'athlète au jeu. Donc, ça, c'est les outils qui sont utilisés internationalement, les plus à jour actuellement, puis qui nous permettent de faire un très bon dépistage. Donc, conseil pratique post-congé de l'urgence, comme je l'ai dit tantôt, si vous remarquez un changement du comportement, donc qui est très énervé, agité, des vomissements, des vertiges, des maux de tête qui s'aggravent. Des maux de tête qui s'aggravent, ce n'est pas bon signe. Typiquement, là, on va à l'hôpital pour ça. Un dédoublement de la vue aussi, ou quelqu'un qui dort tout le temps, vous vous rendez à la clinique ou au service d'urgence le plus proche, le plus rapidement possible. Mais ça n'arrive pas souvent, là, je ne veux pas vous faire peur. C'est des bons conseils à connaître. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'on doit empêcher le retour au jeu dans la même partie. C'est difficile parfois. Hein? Moi, je ne blâme pas tant les équipes sportives. Tu sais, ton meilleur joueur qui s'est fait cogner en 3e période alors que le match est serré dans les séries éliminatoires, le bon joueur veut retourner au jeu et en plus, l'équipe veut qu'il retourne au jeu. C'est un bon joueur. Donc, c'est surtout dans ces moments-là de pression où la victoire est vraiment importante qu'on prend des très, très mauvaises décisions qui peuvent être fatales, en fait. Je vais vous montrer un cas peut-être qui va vous convaincre, certains athlètes qui sont dans la salle, des risques qui sont encourus de retourner au jeu lorsqu'on a subi des commotions cérébrales. Vous allez voir, c'est vraiment une histoire. On voit le vidéo de la partie lui-même. Donc, on a à peu près, en ce moment, on est rendu une douzaine de cas connus d'athlètes qui sont morts des suites du syndrome du second impact. Donc, quelqu'un qui a subi une commotion cérébrale, qui n'a pas écouté les coachs ou personne n'était là pour dépister les coups, qui est retourné au jeu quand même, qui s'est fait frapper, puis au bout de la ligne, il est tombé dans un coma végétatif pour des mois. Okay? Ça, on en a plusieurs cas. Il y a 12 cas de mort, mais plus d'une centaine de cas de coma végétatif avec des séquelles permanentes. Je vais vous montrer le cas d'un petit garçon. C'est particulièrement frappant parce que vraiment, ce garçon-là, on voit ce qui s'est passé dans les 2 parties parce que tout était enregistré. C'est un documentaire américain, mais c'est pas grave, vous allez voir les images. In the NFL, concussions are under great medical scrutiny. But in U.S. high schools, I want you to say the months Regardez of the les yeux du year garçon. backwards to me.
Elle va pas bien. Les mots à l'envers. Athletic concussions are a growing public health concern. 6 years ago, Max Conrad played quarterback and defensive end for Walport High School in Oregon. Ça, c'est lui qui se fait After frapper. taking Là. several hard hits during this game, a doctor said he suffered a concussion, but Max played the next Friday night. Back to throw, here comes the blitz, and he's going to get mauled over. Max took several more hits in that game, and then, at halftime, he collapsed unconscious on the sidelines. He spent the next 2 months in a coma. In Max's case, his brain was severely damaged, and his life forever altered. What happened? What happened? Yeah. You were hurt in a football game. What? Yeah? Yeah. Oh my God. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est justement, c'est que vous avez vu le genre de coup qu'il a subi. Tu sais, une équipe sportive responsable de plus en plus. C'était le corps arrière là, qui se faisait frapper à répétition là, dans la même partie. Normalement, après des gros coups comme ça, même s'il dit qu'il est correct, l'athlète, on le retire au jeu, on le retire du jeu. Il y a des dangers encourus. Se faire frapper trop fort, il faut avoir une approche qui est vraiment plus conservatrice. Ce que la vidéo disait aussi, c'est qu'il s'est fait frapper beaucoup dans une partie, puis il a rejoué le vendredi de la même semaine. OK? Et alors qu'il avait déjà subi une commotion cérébrale. Et en rejouant, à la mi-temps, il est tombé dans un coma. Puis, comme vous avez vu, il ne s'en remettra absolument jamais. Donc, deux choses à retenir de ces tragédies-là. Il ne faut jamais se fier au jugement des athlètes. Même s'il dit qu'il est correct, là, ça ne veut pas dire qu'il est correct. Pensez-y. Est-ce qu'on peut se fier au jugement de quelqu'un qui est confus? Est-ce que vous confieriez vos finances à un patient Alzheimer's? Je pense que non. Mais c'est à peu près ça que je vous dis que c'est. Hein? Un athlète dans les premières minutes après. Demandez-lui pas, es-tu correct? T'es correct, retourne au jeu. C'est une conduite qui est irresponsable. Fiez-vous à des outils, je les ai partagés aujourd'hui, qui sont très simples, qui peuvent être utilisés par n'importe quel parent, et on va augmenter la sécurité dans les sports de façon significative. L'autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que les athlètes commotionnés doivent systématiquement être retirés du jeu pour le reste de la partie. On ne prend pas de chance, on retire l'athlète, même si on a juste un petit doute qu'il a pu avoir une commotion cérébrale. Moi, franchement, s'être fait défoncer comme il s'est fait frapper dans la première partie, c'est certain qu'il n'aurait pas fini la partie si j'avais été là. C'est certain. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toute sa vie qu'il joue. C'est un match de football niaiseux, un épisode de sa vie dans une journée sur 100 ans de vie, ça ne vaut pas la peine. Donc, par la suite, dans la phase post-commotion, qu'on appelle 24 heures à 6 jours post, ça, c'est la liste des symptômes qui vont être observés. Pourquoi 6 jours? C'est que typiquement, chez 80-90% des athlètes, la bonne nouvelle, qui sont en leur première commotion cérébrale, les symptômes vont disparaître en dedans de 5-6 jours. Okay? Des symptômes qui ont 3 connotations. Il va y avoir des symptômes psychiatriques d'irritabilité, d'émotivité, de tristesse. Somatiques, 80% des athlètes qui ont des commotions cérébrales vont souffrir de maux de tête. Ça ne ment pas, les maux de tête. C'est presque tout le temps là. La sensibilité à la lumière, sensibilité au bruit aussi, c'est très fréquent. Vous allez voir, ils vont s'enfermer dans leur chambre pour réduire le bruit, puis surtout la lumière. La nausée, la fatigue excessive, mais également les problèmes cognitifs. Donc, une des erreurs que font les parents, bienveillants quand même, c'est qu'ils vont dire, « OK, tu ne feras pas ton sport pendant une semaine, mais va à l'école demain matin, c'est important l'école. » Okay? Le problème, c'est qu'en allant à l'école, ce cerveau-là qui est abîmé, okay, qui est en voie de rétablissement, lui, ce qu'il a besoin, ce cerveau-là, c'est du repos. La règle, c'est que dans les 6 premiers jours, l'athlète ne doit rien faire. On s'entend-tu? Il faut qu'il dorme. Il faut qu'il dorme beaucoup. Il faut qu'il se repose, il faut qu'il mange bien. Puis il va vraiment mieux s'en remettre, l'athlète. Okay? De penser retourner à l'école, c'est une erreur. C'est une erreur parce que le travail mental impliqué, faire des devoirs à la maison, c'est pas mieux, là. Okay? Le travail mental impliqué va causer des symptômes cognitifs, comme des maux de tête. Également, il va y avoir des problèmes de concentration qui vont apparaître. En clinique, ce qu'on va observer, typiquement, c'est qu'il va y avoir une chute des résultats scolaires si l'athlète n'a pas arrêté. Pourquoi? Il n'est plus capable de se concentrer. Là, on va diagnostiquer un faux trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité. Dans la vie, je suis neuropsychologue, on en voit des cas comme ça. On va dire, est-ce que c'est vraiment un TDAH ou c'est plus
les séquelles d'un TCC ou qu'on n'a pas pris le temps de rétablir, de se rétablir. Ce que je vous dis, la bonne nouvelle, c'est qu'une première commotion cérébrale, en dedans de 6 jours, c'est pas la fin du monde non plus à l'école, il faut dédramatiser. En dedans de 6 jours, 90% d'entre eux vont s'en sortir très bien et vont reprendre une vie normale. Donc, le message aujourd'hui, c'est de prendre le temps off. Les symptômes, comme je vous l'ai montré, le principe que je voulais vous renseigner ici, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir juste des maux de tête, ou il ne faut pas avoir tous les symptômes que je vais vous énumérer, mais simplement, normalement, notre seuil, c'est un score de 32, à l'échelle que je vais vous montrer ici. Donc, beaucoup de symptômes. Vous allez vous imaginer, c'est combien de symptômes encore? 18, je pense. 18 symptômes, 19 avec autres. Fois 6, ben, ça fait dans les 200 quelques. Si ça somme autour de 32, okay, dans cette échelle de symptômes-là, vous devriez avoir une pas mal bonne suspicion que l'athlète n'est pas de retour à son max. Okay? Donc, il ne reprend pas l'école et il ne reprend pas le sport. En passant, autre question qu'on se fait souvent poser, est-ce qu'on reprend le sport avant l'école ou l'école avant le sport? Selon vous, là, qui vote pour l'école avant? Par la main levée. Là. Okay. Le sport avant? Ben, c'est l'école avant. Okay? Parce que le principe, c'est que si l'école, on n'est pas capable de retourner à l'école de façon normale, ça veut dire que le cerveau ne résiste pas à un très gros effort. Okay? D'aller faire du sport après qui va impliquer une fatigue importante des neurones quand même qui sont impliqués là-dedans, ça va causer plus de symptômes. Donc la première chose qu'on prend, c'est l'école. S'il y a des maux de tête à l'école, on ne va pas faire du sport. Ça va aller mieux dans le sport. Mauvaise idée. Donc première journée, on essaie à l'école, puis après on essaie le sport. Encore une fois, je ne suis vraiment pas alarmiste aujourd'hui. Comme je vous dis, une première commotion cérébrale, normalement, tout le monde, la vaste majorité des gens vont bien s'en sortir. Okay? Si on observe les consignes de sécurité que je viens de vous présenter. La méthode pour le retour au jeu. Vous allez voir, dans des cliniques spécialisées, c'est le fun. On peut faire ça avec des professionnels, pas besoin de professionnels. Je vais vous exposer ici les méthodes qui sont même décrites dans les SCAT, que je vous ai, donc je vous dis qu'ils sont très accessibles sur le net, sur l'Internet. Mais voici les étapes qu'on dit en escalier qu'il faut respecter. Donc, l'athlète ne devrait jamais retourner au jeu dans les 24 heures qui suivent l'accident, ça c'est sûr. Par la suite, ce qu'on observe, c'est la première journée où il n'y aura pas de symptômes pendant 24 heures. S'il n'y a pas de symptômes pendant 24 heures, qu'est-ce que je vous dis ici qu'on peut faire? C'est de l'exercice aérobie léger. Donc, de la bicyclette stationnaire, à peu près un battement, un rythme cardiaque assez léger et modéré, donc autour de 130 battements minutes, ce qui n'est vraiment pas difficile, là. Pendant à peu près une quinzaine de minutes. S'il y a résurgence des symptômes, qu'est-ce qu'on fait? On retourne en haut, on monte d'une étape, donc on retourne au repos. Ça veut dire qu'on n'était pas prêt à engager un effort. Okay? Par contre, si l'exercice aérobique léger ne génère pas de symptômes pendant 24 heures, on peut passer à la prochaine étape, la prochaine journée, qui sera un exercice lié au sport. Donc, typiquement, au hockey, ça va être des lignes bleues à lignes bleues, à peu près à 80% de la vitesse possible. Okay? Ligne bleue à ligne bleue. Si ça génère des symptômes, encore une fois, est-ce qu'on repart à 2 ou à 1? On repart à 1. Repos complet pendant 24 heures, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de symptômes, pas pendant 24 heures, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de symptômes. Et on recommence ensuite à l'exercice aérobie léger, ensuite exercice lié au sport. S'il n'y a pas de symptômes, ensuite on fait un entraînement sans contact. Donc là, c'est un plein entraînement. Si ça dure 1 heure au hockey, par exemple, 1 heure et demie, pas de contact. S'il y a symptômes, on repart à 1. Vous comprenez le principe? On recommence toujours au début s'il y a la résurgence des symptômes. S'il n'y a pas de symptômes, ensuite, il y a un entraînement avec contact. Okay? C'est souvent là que le bas blesse en passant. Okay? Lorsqu'ils ont leur premier contact, les athlètes, en pratique, c'est très important de les exposer à des contacts en pratique. Pourquoi? Parce que c'est typiquement des amis, puis ils ne feront pas exprès pour le frapper en malade. Mais juste le choc cérébral, le choc, le coup, va faire que quand même le cerveau va bouger dans la moelle crânienne. Ça va être suffisant pour générer un effet amoindri d'une commotion cérébrale. Et là, s'il y a résurgence des symptômes, wow, on repart à 1. Donc ça, c'est assez difficile de passer cette étape-là. Franchement, dans le suivi des athlètes professionnels, c'est là que le bas blesse. Okay? Si ça ne marche pas, on retourne à 1. Autrement, on peut faire un retour à la compétition. Ça veut donc dire qu'un athlète, si vous me suivez bien ici, un athlète ne retourne jamais au jeu à l'intérieur d'une semaine. Chacune des étapes ici, c'est 24 heures.
Donc, ça ne devrait jamais arriver. Ma recommandation numéro 2, qui s'en vient dans nos prochains articles d'énoncé de position, c'est que si on en est à une deuxième commotion cérébrale, c'est un minimum de 3 semaines. Pourquoi? Parce que, comme je vais vous montrer tantôt, lorsqu'on a subi plusieurs commotions cérébrales, on est très enclin à en subir d'autres. Okay? On devient très, très, très vulnérable aux commotions cérébrales. Et les symptômes ont tendance à être plus sévères et durer plus longtemps. Okay? Donc, d'emblée, on prend une approche conservatrice. On demande 3 semaines sans sport, 1 semaine sans école. Okay? L'école, ça change moins. Le sport, on l'arrête 3 semaines. Puis on voit, s'il n'y a pas de symptômes avec les pratiques, on suit ensuite les étapes. Si ça fonctionne, tant mieux. Mais donc, c'est beaucoup plus conservateur lorsque les athlètes ont subi plusieurs commotions. Ça va? Ça, c'est utilisé, ces méthodes-là, partout dans le monde par les équipes professionnelles. Puis, c'est faisable pour tout le monde. En fait, là, je vais vous exposer un peu à ma recherche, puis la raison pour laquelle je m'intéresse à ça. Je ne vous cacherai pas que c'est que moi-même, j'ai été un athlète dans ma vie. J'ai vu énormément de commotions cérébrales, j'en ai subi aussi. Ça explique certaines choses, diront mes collègues. Non, mais quand même. Un des paradoxes lorsque j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, qui m'énervait quand je lisais cette littérature-là, c'est qu'on disait que les effets des commotions cérébrales étaient transitoires. Tu sais, 2 jours après, oh, il n'y avait plus rien là, c'est banal une commotion cérébrale, on peut retourner l'athlète au jeu, pas de problème. Par contre, dans les effets banals, justement, c'est qu'on voyait une absence de symptômes 10 jours après l'accident chez 95% des athlètes. Ah, il n'y a rien là, c'est pas grave. Tests neuropsychologiques, tu sais, ces tests neuropsychologiques qu'on donne, nous, pour des jeunes athlètes, normaux tout le temps après 10-14 jours. En fait, ce que les gars comprenaient dans les nationales quand on les testait à l'époque, les Canadiens, on utilisait des tests neuropsy. Et là, ce qu'ils faisaient, pensez-vous qu'ils performaient très bien en pré-saison lorsqu'on leur faisait faire nos tests neuropsy? Non, ils ne performaient pas. Pour que s'il y avait une commotion cérébrale, ben là, ils se donnaient au maximum, fait qu'ils atteignaient leur niveau. Vous comprenez le principe? Fait qu'ils trichaient le test. Ils ont compris la game, ça a pris 3 ans. Là, on le voyait, ils ne se forçaient pas en baseline. On se disait, OK, tu as déjà des commotions cérébrales. Avant même de commencer la saison, vraiment. Et là, on a abandonné cette pratique-là, on a d'autres tests maintenant. Toutefois, en même temps, on regardait des effets qui étaient transitoires à cause du manque de sensibilité de nos tests. C'est un peu le principe, si on regarde la Lune à l'œil nu, on va dire, ben, c'est rond pas mal cette affaire-là, puis ça semble assez plate. Si on prend un bon télescope, par contre, on va voir de quoi. Ben, c'est un peu ce qui se passe. Si nous, on utilise des bons outils d'investigation du cerveau, ben, on va trouver des affaires. Ce qu'on remarquait à l'époque dans la littérature, c'est qu'on se disait, hey, c'est bizarre parce qu'il y a des effets cumulatifs des commotions cérébrales. Ce que j'entends par effet cumulatif, c'est que lorsque tu as subi une commotion cérébrale, tu deviens très vulnérable à en subir d'autres. Donc, un athlète qui a subi 2 commotions cérébrales a 9 fois plus de chances d'en subir une 3e. Une fois que tu en as subi une 3e, tu deviens 27 fois plus à risque d'en subir une 4e. Jusqu'à temps que tu viennes comme Eric Lindros, je ne sais pas si vous connaissez le hockey, on est au Québec quand même, la majorité. Eric Lindros qui, en fait, était 245 livres, beaucoup plus fort que les autres. Donc, dans le combat des forces, il gagnait tout le temps, on s'entend. L'autre gars se ramassait l'autre bord de la bande, lui était tout droit, puis c'était lui qui avait subi la commotion cérébrale. Donc, aucune résistance aux commotions cérébrales qu'il avait développées avec le nombre de commotions cérébrales. Okay? Donc, vulnérabilité accrue, symptômes plus sévères et qui se prolongeaient dans le temps. Donc, les maux de tête, là, ils étaient vraiment plus graves. À mon échelle de 0 à 6, il se trouvait à 5-6. La sensibilité à la lumière, 5-6. Et ça prenait vraiment beaucoup de temps à revenir. L'autre donnée qui est importante en 2005, je commençais 2 ans dans mon doctorat, c'est une donnée qui avait été bien importante à l'époque sur la prévalence de la maladie d'Alzheimer, qui était trouvée x5, 5 fois plus élevée chez les anciens joueurs professionnels de la NFL, donc de la Ligue nationale de football aux États-Unis, qui avaient subi plus de 3 commotions dans leur vie. Là, on s'est dit, OK, tout le monde dit que c'est banal dans la littérature, par contre, là, ça amène à une maladie grave là, du cerveau, ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Donc, on a poussé l'investigation. On était, en fait, à Montréal, les premiers à faire ça. On s'est dit, on va prendre des bons outils, puis on va regarder ce qui se passe dans le cerveau avec des outils plus sensibles. Parce que, selon nous, les effets cumulatifs des commotions cérébrales, ça reflétait un rétablissement post-commotionnel qui était incomplet. C'est comme si le cerveau s'en était vraiment pas remis, même si nos tests, qui n'étaient pas très sensibles, indiquaient qu'il était remis. Donc, on s'est dit que si on prenait des bons outils, les altérations cognitives et motrices étaient probablement là,
mais qui était juste un effet, une échelle sous-clinique. C'était là, c'était comme on dit en phase latente, mais au plan physiologique, les neurones, eux, fonctionnaient moins bien au plan de la physiologie. Le rationnel de tout ça, dans ma thèse de doctorat qui a fait maintenant ma carrière de chercheur, c'est, je me suis dit, OK, je vais étudier les jeunes athlètes commotionnés, on va tester des protocoles très, très sensibles d'investigation du cerveau chez des jeunes athlètes, mais je vais prendre aussi des athlètes qui ont subi des commotions cérébrales, ça fait 30 ans. Tu sais, des gens qui sont rendus dans 60 ans, dans la soixantaine, qui ont subi des commotions dans la vingtaine alors qu'ils jouaient universitaires, qui ont eu une vie absolument impeccable au plan de tous les plans, en fait. Ils sont restés en bonne santé, qui avaient un niveau socio-économique extraordinaire. On va regarder, y a-t-il des séquelles à long terme qui se sont accumulées dans le temps? Donc, c'est ce qu'on a fait. Pour aller très rapidement, on a vraiment publié une série d'articles, il y en a beaucoup plus, mais pour vous donner en un coup d'œil, pour essayer de vous commencer à vous exposer aux effets cumulatifs des commotions cérébrales. Moi, dans la vie, ce que je veux, c'est qu'on arrête d'accumuler les commotions cérébrales pour les jeunes. Parce que c'est ça qui est dangereux. Ce n'est pas une commotion, c'est d'en avoir 10. Regardez ce que vous voyez ici. Ça, c'est de l'électrophysiologie non filtrée. J'emmène ça le plus simple possible, le plus vrai possible. C'est des vraies données, là. Zéro filtre appliqué là-dessus. Ce que vous voyez ici dans le tracé noir, c'est de l'activation cérébrale chez des gens qui sont des contrôles. Donc, des gens qui n'ont jamais subi de commotion cérébrale, jeunes, autour de la vingtaine, tous des athlètes élites, universitaires, footballeurs, montréalais, qui n'avaient jamais subi de commotion cérébrale. Ce que vous voyez en rouge ici, c'est des gens qui avaient subi une seule commotion cérébrale. Une commotion. Ici, ce que vous voyez en vert, c'est les athlètes qui ont subi plusieurs commotions cérébrales. Cette activité-là, pour faire très simple, elle reflète l'efficience des neurones à s'activer ensemble pour nous permettre d'être attentifs. Donc, plus c'est haut, mieux que c'est. Ça va générer une attention qui va être meilleure. Et évidemment, plus c'est supprimé, moins tu vas être capable d'être attentif à faire la tâche. Vous me suivez? Ça a l'air bien scientifique, mais ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est de l'activation de neurones qui est vraiment diminuée. Et ça c'est très bien relié avec l'activité attentionnelle. Et d'une autre mesure qu'on prenait, ce que vous voulez voir ici, c'est au plan moteur, ce qu'on observait. Encore une fois, l'effet cumulatif des commotions cérébrales. À 2 commotions et plus, en moyenne 3 ici, c'est quand même pas un groupe qui avait été très commotionné, on voyait une augmentation de l'anomalie qui était de plus en plus grave avec le nombre de commotions cérébrales. Je vous ai sauté, ça c'est dans une dizaine de papiers, là, en 2 slides. Maintenant, un papier qui a été très important, qu'on a publié en 2009, où on a investigué pour la première fois vraiment le cerveau des gens qui avaient subi des commotions cérébrales à l'époque, lorsqu'ils étaient dans la vingtaine et qui étaient rendus dans la soixantaine. Puis on voulait aller voir qu'est-ce qui se passait au plan cognitif. Donc, en 2 phases, on a publié premièrement dans ce premier papier-là, et je vais vous le montrer maintenant avec des études en imagerie par résonance magnétique où on voit le cerveau, puis comment ça se relie avec la performance à des tâches de mémoire, chez les personnes vieillissantes. Vieillissantes, c'est pas vieux, ça veut dire autour de 62 ans. Okay? Donc, ce que vous voyez ici, c'est des cerveaux où toutes les régions bleutées sont des régions qui se sont amincies chez les commotionnés. Donc, c'est des régions où il y a une différence, où il y a un amincissement significatif chez les athlètes qui avaient subi des commotions cérébrales 30 ans plus tôt, et qui sont rendus maintenant à 65 ans. Mais la donnée importante, un amincissement, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a moins de neurones, il y a de l'atrophie neuronale. C'est des patterns qu'on va retrouver notamment dans la maladie d'Alzheimer, dans toutes sortes de patterns neurodégénératifs. Mais la donnée très importante, c'est que ces régions-là qui sont bleutées, qui sont amincies chez nos athlètes commotionnés, versus des gens du même âge qui n'avaient jamais subi de commotion, viennent corréler de façon très importante avec la performance en mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire qui est altérée dans la maladie d'Alzheimer. C'est celle qu'on ne veut pas voir. Dans le fond, comme neuropsychologue, quand la mémoire épisodique ne va pas bien, c'est un indice de vieillissement anormal. Donc, ce que je vous dis, c'est que plus l'anomalie, plus c'est mince ici, moins bien performant en mémoire. C'est ça qu'on retrouvait. Avant ce papier-là, qui est relativement récent, on avait déjà publié que les commotionnés qui avaient subi des commotions 40 ans plus tôt, qui allaient très, très bien, malgré tout, avaient des problèmes de mémoire qui étaient importants, des problèmes attentionnels qui étaient importants. Mais là, on venait le relier avec vraiment un pattern d'anomalie cérébrale aussi, anatomique. Autre chose qu'on s'est dit, alors, il y a un amincissement cortical, il y a toutes sortes d'autres données que je vous
que je ne vous parlerai pas parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Une autre donnée qui est intéressante ici, juste pour vous montrer les athlètes ici, chez des jeunes athlètes qu'on mesurait à 72 heures post-commotion. Ça, c'était un projet compliqué en tabarouette. Mais c'était le fun quand même, où on prenait des gars sur les lignes de côté, footballeurs, en dedans de 72 heures, on les scannait. On regardait qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau. Donc, c'est la mesure qu'on dit acute ou aiguë, 72 heures, et chronique, ça veut dire 6 mois plus tard, on prenait les mêmes athlètes, mais on regardait au niveau de la matière blanche. La matière blanche, c'est les voies de communication du cerveau. Donc, les neurones envoient des signaux nerveux vers d'autres neurones. Puis, on regardait ici quel était le niveau d'anormalité qu'on retrouvait. Donc, chez les contrôles, dans le temps, on ne voyait aucune différence. Par contre, chez les gens qui avaient subi des commotions cérébrales, à notre grande surprise et à la surprise générale de la littérature scientifique au complet, il n'y avait pas un rétablissement au niveau de la matière blanche. Dans le temps, bien qu'ils n'avaient pas subi d'autres commotions cérébrales, les gars, juste 6 mois plus tard, le dommage de la matière blanche était devenu plus grand. Donc, ce que ça nous disait à cette époque-là, c'était que 6 mois plus tard, un athlète qui a subi des commotions cérébrales, au plan neurologique, il ne va pas mieux. C'est juste qu'on a enclenché un pattern dégénératif lent qui vraiment va avoir un effet insidieux tout le long de la vie du patient. Je vais vous le montrer plus tard que c'est le cas. OK? Ce qu'on montre ici dans le graphique, vraiment, c'est que les gens qui avaient eu, comme vous voyez, le nombre total de commotions cérébrales, ceux qui ont eu plusieurs commotions cérébrales montraient beaucoup plus d'endroits dans le cerveau où il y avait des différences significatives de la matière blanche. Ça veut dire qu'il y avait plus de spots dans le cerveau ici, rouge puis orange, où la différence entre les contrôles non commotionnés et les commotionnés apparaissait. Donc, il y avait plus d'atrophie de la matière blanche. Donc, ça, c'est pas bon signe. Ça communique moins bien dans ces cerveaux-là. Donc, ce qu'on a publié, la fameuse découverte de l'année, patente, qu'on a faite cette année dans mon labo, on est allé voir chez des anciens athlètes qui avaient subi des commotions 40 ans plus tôt, parce que notre cohorte a vieilli. Qu'est-ce qui se passe avec cette matière blanche-là? Rappelez-vous, je viens de vous dire ici que ça s'envenimait 6 mois plus tard. Mais 40 ans plus tard, ça va-t-il être rétabli? Ça va-t-il être bien pire? Regardez ici, ça, c'est des petits spots subtils que vous voyez en jaune et en rouge d'anomalies. C'était tout petit. Tu sais, c'était pas grave. L'athlète fonctionne bien. Mais dans le temps, plusieurs années plus tard, c'est ça que ça donne. 40 ans plus tard, des athlètes commotionnés, tout ce que vous voyez ici en rouge, en bleu, c'est des zones où la matière blanche est vraiment atrophiée par rapport à celle des cerveaux contrôle qui n'avaient jamais subi de commotion cérébrale. Puis on ne prend pas des nageurs ici. Là. C'était d'autres footballeurs ou d'autres joueurs de hockey. C'était leurs coéquipiers des années 60. Okay? Quand ils jouaient au hockey ou au football, mais qui n'avaient jamais subi de commotion cérébrale. Okay? Donc, ce que vous observez, c'est donc des patterns assez importants d'atrophie de la matière blanche ou d'anomalie de la matière blanche qu'on trouvait essentiellement en frontal. Ça, pour nous, c'est important. En frontal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est un pattern de vieillissement accéléré du cerveau. C'est donc que nos commotionnés, ils ne ressemblent pas à des Alzheimer's. Okay? S'il y avait été Alzheimer, ça aurait été un autre patron que celui-ci. Ça aurait affecté essentiellement les lobes temporaux-médians. Là, ce qu'on voit, ce n'est pas ça pantoute. On voit un pattern de vieillissement accéléré du cerveau. C'est comme de dire, donc, une commotion cérébrale, puis surtout le cumul des commotions cérébrales, va venir accélérer le vieillissement normal du cerveau. Puis quand le cerveau vieillit anormalement vite, c'est pas souhaitable. Encore une fois, ici, ce que je veux vous montrer, c'est que les régions que vous retrouvez ici en bleu et en rouge, ce sont les régions de matière blanche qui sont atrophiées, mais qui corrèlent avec la mauvaise performance en mémoire chez nos personnes qui étaient vieillissantes. Okay? Donc, plus il y avait du dommage de la matière blanche que vous observez ici en rouge et en bleu, moins bonne était la performance des athlètes commotionnés aux tâches de mémoire, les tâches qui sont hypersensibles aux effets du vieillissement. Une autre donnée très importante, avec l'imagerie encore un peu de haute voltige, si on peut dire, où on prenait des régions du cerveau dans des petits cubes comme ça, de 1 cm3. On va aller regarder les quantités de métabolites dans le cerveau, donc des substances du cerveau extrêmement importantes, juste pour les échanges neuronaux et tout ça. Je vais vous montrer ça. Ça a été fait 72 heures post-commotion, encore une fois. On va regarder des substances vitales du cerveau. Et ce qu'on retrouve à 72 heures post-commotion, c'est un pattern ici, comme vous voyez dans le cortex frontal, où il y a une diminution d'une substance qu'on appelle le N-acétylaspartate, qui est vraiment un marqueur d'intégrité neuronale. Quand on a moins de ça, c'est que tes neurones ne vont pas bien. Ils ne sont pas nécessairement morts, mais ils ne sont pas forts. Okay?
ça ne se passe pas bien pour eux. Ce qu'on observe ici dans le cortex primaire moteur, c'est un peu le même pattern. On va regarder le N-acétylaspartate qui était diminué de façon significative. Et un autre neurotransmetteur très important dans le cerveau, le plus important de tous, c'était le glutamate, celui qui nous permet des nouveaux apprentissages. Je vous en parle parce qu'il, lui, est vraiment très important. Sans glutamate, on n'apprend plus au plan de la mémoire. Là, des jeunes, là, on parle ici de jeunes universitaires. Okay? Donc, cette diminution de glutamate-là, c'est pas cool parce qu'à quelque part, on corrèle en plus ces résultats-là avec leur capacité d'apprentissage à nos athlètes. Okay? C'est ce qu'on a trouvé. Donc, on voyait une relation entre les quantités de glutamate et la gravité des symptômes également. Ce qu'on observe ici, c'est que plus les maux de tête étaient intenses, moins le glutamate est élevé. Donc, la diminution du glutamate dans le cortex primaire moteur corrélait avec la sévérité des symptômes. Donc, moins tu en as, plus tu as de symptômes. Ce qui montre quand même qu'il y a un débalancement dans le cerveau que le cerveau n'apprécie pas. Ce qu'on a fait, évidemment, quelques années plus tard, on est allé voir chez les personnes plus âgées, qu'est-ce qui se passe au niveau de ces métabolites-là, qu'on retrouve altérés 72 heures post-commotion. Est-ce qu'ils peuvent être impliqués dans les symptômes moteurs, dans les symptômes également d'apprentissage qu'on observe chez nos commotionnés vieillissants? Donc, encore une fois, on prend une boîte dans la région du cortex primaire moteur. On regarde les mêmes débalancements au niveau des substances du cerveau. Ce que vous observez ici, c'est vous voyez qu'avec l'âge, c'est juste pour vous l'exprimer de façon claire, ce que vous voyez, c'est que plus l'athlète commotionné ici, concussed, ça veut dire commotionné, plus l'athlète commotionné vieillit, plus les niveaux de glutamate diminuent. En diminuant, les niveaux de glutamate, alors que les contrôles, eux, c'est beaucoup plus stable dans le temps. Il y a quand même une différence très importante ici. Et la donnée très importante qu'on peut observer, c'est que chez les personnes pas âgées, mais vieillissantes, dont le glutamate a beaucoup diminué, a beaucoup réduit, ce sont les mêmes personnes dont l'apprentissage moteur était devenu presque nul. Donc, je leur fais faire une tâche où ils font 120 fois la même séquence motrice, puis ils ne s'améliorent pas. Alors que chez les jeunes, ils vont s'améliorer de façon majeure, 35 à 40 % de leur performance meilleure. Okay? Donc, alors que les personnes vieillissantes, dont le glutamate était très élevé, continuaient de s'améliorer beaucoup à la tâche. Okay? Donc, ces niveaux de glutamate-là, comme je vous ai expliqué, qu'on regarde dans le cerveau, sont très explicatifs des symptômes commotionnels qu'on va observer. C'est vraiment une version très raccourcie de tout ce qu'on a fait en recherche depuis 10 ans. Mais ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que les commotions cérébrales ont des effets à long terme sur le cerveau. D'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit encore, c'est que chez les personnes vieillissantes, tous les athlètes vieillissants qu'on avait avaient au moins subi 2 commotions cérébrales. C'est vraiment un message important aujourd'hui que j'aimerais que vous reteniez. Ce qu'on veut éviter, c'est le cumul des commotions cérébrales. Parce que nos symptômes, même chez le jeune athlète, après une commotion cérébrale, c'est tolérable. Après 3, après 4, là, ça l'est moins. Là, c'est associé vraiment avec ce que vous venez de voir, qui est quand même pas très rassurant. Du dommage de la matière blanche comme ça, ça a des impacts fonctionnels. Les séquelles des commotions cérébrales s'accumulent avec le nombre de commotions cérébrales, ça, j'espère que vous l'avez compris. Commotion plus vieillissement, donc dans l'âge, en vieillissant, d'avoir subi des commotions cérébrales, c'est là qu'on peut voir un pattern de vieillissement qui est plus anormal, donc pas souhaitable. Donc, les enjeux sociétaux en ce moment qu'on fait aujourd'hui, merci de votre présence d'ailleurs, c'est vraiment essayer d'éduquer le grand public sur les risques et les séquelles associées aux commotions cérébrales. Parce que de savoir aujourd'hui, je pense que j'ai essayé en tout cas de vous transmettre des notions de base qui vont faire que vous allez être beaucoup plus prudent lorsque vous allez voir des commotions cérébrales. Vous allez être des agents directs. Dites-vous pas que la personne à côté de vous en connaît plus, ce n'est pas vrai. Juste ce que vous avez appris aujourd'hui, vous êtes plus connaissant que la majorité des gens. Donc, vous pouvez prendre les choses en charge parce que vous savez aujourd'hui que si l'athlète retourne au jeu, il est très à risque d'avoir des blessures importantes. Donc, on ne laisse pas ça faire. C'est une responsabilité commune, partagée. Mais quand la prévention n'a pas suffi, ce qui devient important aujourd'hui, c'est de développer des programmes d'intervention qui vont réduire les séquelles des commotions cérébrales. Puis ça, c'est ma job. Ce n'est pas la vôtre. Là, ça devient ma responsabilité. Donc, ce qu'on a essayé dans mon laboratoire depuis 3 ans, à Sacré-Cœur, puis bientôt ici aussi, c'est qu'on a mis au point des techniques de stimulation du cerveau qui vont permettre de
justement cibler l'augmentation du glutamate. Tu sais, je vous ai parlé beaucoup du glutamate qui baisse, qui emmène des problèmes d'apprentissage. Bien, on a des techniques de stimulation du cerveau qui sont assez cool parce qu'ils nous permettent d'augmenter le glutamate de façon artificielle. Si on le fait plusieurs jours en ligne, ce qui est cool, c'est que les niveaux de glutamate qui ont augmenté, bien, ils restent augmentés pendant au moins 3 mois après. On l'a mesuré jusqu'à 3 mois plus tard. Puis on pense qu'en rehaussant les niveaux de glutamate, bien, on va être capable de rétablir jusqu'à un certain point les fonctions d'apprentissage du cerveau chez les commotionnés. Donc, beaucoup d'espoir. Après vous avoir déprimé, je vous jure qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Ce qu'on utilise comme technique, j'ai mis une petite fille, c'est pas moi, là, je ne teste pas des enfants, je ne fais pas ça encore, ça va peut-être venir. Juste pour vous montrer que les techniques, c'est vraiment pas invasif. C'est les dernières personnes qu'on teste. Là. Donc, c'est des techniques dont le courant est très, très faible. Ils sentent, en fait, vous sentiriez juste la stimulation pendant à peu près 30 secondes, puis après ça, on la sent plus. C'est vraiment approuvé par Santé Canada puis par le FDA dans certains contextes. Et ça permet d'activer les neurones pour améliorer la fonction. En fait, juste pour vous dire, chez des personnes normales, ce qui nous a motivés à le faire, bien que c'est un protocole de fou, là, mes étudiants, ils m'aiment pas beaucoup, c'est que vraiment, si on fait 5 sessions de 20 minutes consécutives, donc sur 5 jours consécutifs, OK, ça entraîne des améliorations durables, non seulement de l'apprentissage moteur, mais des niveaux de glutamate dont je vous parlais. Et si on le mesure 3 mois plus tard, les effets d'apprentissage et les effets sur le glutamate sont préservés. Donc, dire qu'on a renversé un processus anormal, en fait, qui est normal, mais on a augmenté quelque chose qui permet d'avoir une surperformance chez les gens qui ont été stimulés. Donc, ce qu'on a fait chez nos personnes vieillissantes, c'est ce que vous observez ici. On a fait une étude vraiment de fou où on a pris nos techniques de stimulation. En même temps, ils font une tâche d'apprentissage moteur pour vraiment que le cerveau, ou qui est stimulé, en même temps, il fait une tâche qui implique la région stimulée, de sorte qu'il y a une concordance entre le signal et la tâche qui exécute. Donc, les neurones sont vraiment très, très bien ciblés, sont activés par à la fois faire la tâche et par le courant électrique. Puis, on l'a comparé à un groupe de personnes où on fait le montage sur la tête, mais on ferme la machine après 30 secondes. OK, ils ne s'en rendent pas compte, comme je l'ai dit, 30 secondes plus tard, même si tu es stimulé, tu ne t'en rends pas compte. OK? Donc, on ferme la machine, puis en même temps, ils font la tâche motrice pour pouvoir comparer un peu un effet placebo de l'effet de la technique de stimulation matchée avec une tâche d'apprentissage moteur. Et on l'a fait chez les contrôles, un groupe contrôle et un groupe TCC. Ce qu'on appelle ça, c'est des protocoles cliniques les plus sophistiqués, c'est des études placebo contrôlées. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, beaucoup de monde, beaucoup de sous. Donc, avant ça, en plus, ce qu'on faisait, c'était 3 jours d'évaluation de tout le fonctionnement cognitif, moteur, chez des personnes TCCL, donc des gens qui avaient eu des traumatismes crâniens légers, vieillissants. Donc, on ne l'a pas fait chez les jeunes au début. On s'est dit, si ça marche chez le vieillissant, imaginez chez le jeune. Cerveau jeune, parfaitement actif. OK? Donc, tout évaluer les fonctions motrices, plein de fonctions motrices pour regarder si il pouvait avoir des améliorations qui généralisaient. Donc, pas juste la tâche qui est faite pendant 5 jours en ligne en même temps que la stimulation électrique, mais également toutes sortes de tâches qui impliquent le cortex stimulé. Puis on va regarder s'il y a une amélioration qui se généralise dans le temps, puis qui reste 3 mois plus tard, comme vous pouvez voir ici. On a fait toute la même batterie à 7-8 jours post et 3 mois plus tard. Donc, ça, au total, on va faire comme 13 journées par patient fois 200 patients. Donc, juste pour donner les résultats des 2 groupes de patients TCC vieillissants, ce qu'on observe, c'est dans une tâche d'apprentissage moteur typique sur 5 jours consécutifs. Ce que vous voyez ici, c'est les effets de la stimulation versus le groupe placebo qu'on appelle sham. Vous voyez ici qu'à tous les jours, il y a une amélioration plus grande. Ça, c'est juste nos TCC, parce que les graphiques sont trop compliqués si je mets tout le monde. Nos TCC, c'est les traumatisés crâniens, donc les commotionnés, si vous voulez, vieillissants. Il y a une amélioration qui est constante, qui est plus grande à tous les jours chez nos athlètes commotionnés que chez les contrôles. Donc ça, c'est le fun, mais si ça ne dure pas dans le temps, moi, je suis déçu. Tu sais, avoir un effet sur 5 jours, puis ça retourne à 0 après, moi, je déprime. Là. Ça ne donne rien de faire ça, ça fait perdre le temps au monde. C'est ce qu'on observe ici de façon générale. Ça, c'est sur 5 jours, lorsqu'on combine toutes les journées de séance d'apprentissage, on voit vraiment une amélioration qui est de l'ordre de 30 quelques % à la tâche d'apprentissage moteur. C'est ce qui est majeur, considérant qu'à tous les jours, c'est une nouvelle séquence d'apprentissage pour ceux qui sont ferrés. Donc, c'est toujours quelque chose de nouveau. Et malgré ça, il s'améliore vraiment beaucoup. Et ça, c'est le genre de tâche, c'en est une que je voulais vous montrer, juste pour vous montrer le potentiel de la stimulation électrique, où
Ce que vous voyez ici, avant d'y arriver, vous voyez quand même que les gens qui font la tâche d'apprentissage sur 5 jours, bien qu'ils ont eu des TCC et qui n'ont pas la stimulation électrique, bien, ils s'améliorent. De s'activer mentalement sans stimulation, il y a une belle amélioration. C'est cool quand même. Pas besoin de cette stimulation-là, à quelque part. C'est moins impressionnant qu'avec la stimulation, mais bon, c'est quand même mieux que rien. Par contre, ce que vous observez ici, c'est qu'il y a une tâche d'apprentissage moteur qui implique la même région qui a été stimulée, mais qu'il n'y a pas eu de concordance. Je n'ai pas fait la stimulation électrique en même temps qu'il faisait cette tâche-là. Ce que vous observez, c'est un effet qui est unique aux sujets qui ont eu la stimulation. Donc, ceux qui ont bénéficié de la stimulation électrique en même temps de faire une tâche d'apprentissage moteur, si je fais faire une autre tâche d'apprentissage, il y a une super belle courbe ici que vous voyez d'amélioration à d'autres tâches qui n'ont pas pratiqué. Là. Ils font juste s'améliorer plus dans les données pré-traitement versus post-traitement. Alors que le groupe qui n'a pas bénéficié de la stimulation électrique, mais qui ont quand même fait de l'apprentissage sur 5 jours, eux autres, aucun effet de généralisation. Ça, c'est une donnée extrêmement importante dans notre domaine en réhabilitation cognitive. On ne trouve jamais des effets de généralisation. On va trouver vraiment un effet qui va être spécifique à la tâche qu'on a pratiquée, puis jamais qui se généralise à plein d'autres tâches. Ça, c'en est juste une. On en a fait plein d'autres. On a 8 tâches différentes. Il y en a 6 sur 8 de ces tâches-là où on voit une amélioration après le traitement qui est seulement retrouvée chez les gens qui ont eu la stimulation électrique matchée avec l'apprentissage moteur. Donc, c'est comme de dire aux neurones, quand vous faites quelque chose, quand vous vous activez, activez-vous plus, augmentez les niveaux d'activation, puis dans n'importe quel contexte. Et là, on voit une amélioration qui est importante. L'autre projet qu'on mène aussi en même temps, c'est des personnes vieillissantes qui font de l'exercice physique. Okay? L'exercice physique, dans le contexte, vous allez voir, je vais vous l'expliquer. Les personnes vieillissantes, donc, comme on sait très bien en exercice physique, vous pouvez passer en passant toute votre vie, moi, mes collègues, jusqu'à 50 ans sans faire d'exercice physique. C'est pas tellement grave. Ben, c'est peut-être grave pour d'autres choses, hein, pour l'apparence physique. Mais au plan de l'exercice, au plan des bienfaits de l'exercice physique, si vous reprenez à 50 ans, à l'intérieur de 2 ans, vous allez vraiment remonter au niveau que vous auriez été. Si on parle au plan cognitif, là, les bienfaits de l'exercice physique sont spécifiques aux gens vieillissants. Donc, les gens qui bénéficient de l'exercice physique, c'est les personnes vieillissantes. C'est assez cool. C'est une donnée très importante, ça, dans les principes de réadaptation. OK? Donc, moi, je me suis dit, je ne ferai rien jusqu'à 50 ans, puis après ça, je vais me prendre en main, pour ne pas vieillir trop vite au plan cognitif. Mais on voit des très grandes améliorations cognitives. En fait, il y a même des gens qui sont pré-Alzheimer, dans un stade où ils commencent à avoir vraiment des problèmes de mémoire assez importants, et on leur fait faire 6 mois d'entraînement physique, et après 6 mois d'entraînement physique, ils redeviennent normaux. C'est incroyable, quand même. Des gens qui, normalement, en 5 ans, chez près de 60% d'entre eux, vont devenir Alzheimer, ils redeviennent normaux. Ça montre juste que la santé vasculaire, à cause de l'exercice physique, qui va se reprendre, cardiovasculaire, va venir tellement améliorer la santé des neurones elles-mêmes, les échanges de gaz, également de glucides qui se passent dans le cerveau, qui va avoir vraiment une reprise de la fonction cognitive qui est importante. Je vais vous montrer ce qui est arrivé chez nos gens qui ont des traumatismes crâniens légers vieillissants. Donc, dans notre projet, on a pris des personnes de 55 à 70 ans qui avaient subi leur TCC léger, leur traumatisme crânien léger, qui étaient quand même, lorsqu'ils étaient un petit peu plus jeunes. Donc, ça faisait au moins 6-7 ans, puis c'était tous des gens qui étaient sédentaires, qui n'avaient rien fait depuis leur traumatisme crânien. Pour cause, bien souvent, un traumatisme crânien, c'est handicapant. Mais là, avec le protocole, je vous dis, ce n'est pas facile de recruter ces gens-là, mais quand ils venaient, aucun n'a lâché. En fait, tous les gens qui sont venus ont eu un taux d'assiduité minimal de 95 %, ce qui est extraordinaire quand même. Vous allez voir combien de fois ils sont venus au labo. Vous allez vous dire, my God, ils étaient motivés. Pendant 3 mois de temps, ils sont venus 3 fois par semaine au laboratoire, puis ils faisaient de l'entraînement physique aérobie. Ça, c'est assez exigeant quand même, où on leur demande de rouler à peu près à 85 % de leur pouvoir de leur capacité maximale cardio-pulmonaire pendant, au début, 25 minutes, puis à la fin, après 3 mois, ça dure de l'ordre de 45 minutes, sans arrêt. Les gens là, ont des bénéfices, je ne parlerai pas de la cognition, mais les bénéfices primaires qu'on observe, les gens ont perdu en moyenne 20 livres, ce qui est quand même majeur. En 3 mois, c'est extraordinaire. Puis je ne vous ai pas encore parlé des effets cognitifs qui sont les plus impressionnants. Ce que vous voyez ici, c'est donc les résultats de cette étude-là, où on avait un groupe contrôle,
ou les pauvres, ils faisaient des étirements physiques pendant 3 mois, 3 fois par semaine. Personne n'a lâché, incroyable quand même. Mais c'est le fun de faire des étirements, c'est relax. Puis c'était devenu un club social, pas mal leur affaire. Ce qui était quand même mieux que de laisser les gens. Non, mais c'est bien ça, parce que c'est mieux que laisser les gens à la maison à rien faire. Parce que juste d'être en présence d'autres personnes, bien, les gens s'améliorent. Parce qu'on les sort de leur isolement social très souvent. Hein. Ce que vous observez ici dans la colonne en bleu, c'est l'amélioration de la puissance cardio-pulmonaire. Donc, après le traitement, ce que vous observez, c'est une augmentation de l'ordre d'à peu près 15 à 20 du pouvoir cardio-pulmonaire, ce qui est assez important quand même. Mais ce qui m'intéresse plus comme neuropsychologue, c'est vraiment les résultats au test de mémoire. Donc, on fait faire un test de mémoire visuel. Ici, ce que vous observez, rappelez-vous, là, ils ont pas, c'est des patients, là, donc c'est des gens là, qui ont des typiquement, au plan cognitif, ça ne va pas super bien. Mais vous voyez ici en bleu, c'est les gens qui ont fait de l'exercice aérobie. Avant entraînement, on les mesurait dans plusieurs mesures cognitives. Et on regardait après, et vous voyez ici une augmentation importante du niveau de performance dans une tâche cognitive, qui n'a rien à voir avec les mouvements. Ce qu'on regardait ici, c'est un test vraiment de temps de réaction, de fonction exécutive, qu'on appelle le Trail Making Test, où on voyait une diminution des temps de réaction. Diminution des temps de réaction, ça veut dire que la vitesse psychomotrice est plus vite. Donc, ils sont plus rapides à trouver des solutions à ce genre de problème-là. Alors que le groupe qui avait fait des étirements, eux, ils se comportaient de façon normale. Il n'y avait pas vraiment d'amélioration. L'autre chose qui est assez unique dans mon laboratoire, c'est qu'on va aller étudier le potentiel de plasticité. La plasticité, c'est ce qui nous permet d'apprendre. OK? Des machines, je vais vous sauver des détails, franchement. Et on regardait que post-traitement, il y avait une amélioration de l'ordre de 35% du potentiel de plasticité. Ça veut dire que si je stimule des neurones, l'activité va être beaucoup plus grande après 3 mois d'entraînement physique qu'avant. Okay? Alors que les gens qui avaient fait des étirements, il y avait quand même un gain de l'ordre de 7-8%. Okay? Juste donc, encore une fois, de s'activer, de sortir, de prendre une marche pour se rendre à l'hôpital, ça fait qu'il y a des gains importants versus des gens qui ne sortaient jamais de leur maison. OK? Donc, ma conclusion là-dedans, c'est qu'où il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est quelque part, ces gens-là, les TCC, moi, les traumatismes crâniens légers, j'ai beaucoup d'espoir. Les gens qui ont aussi vos enfants, il y en a peut-être un, là, j'espère que non, mais qui a subi 7, 8, 9 commotions cérébrales, l'avenir est bon. Je pense qu'on va arriver à quelque chose. Ces données-là sont importantes. En plus, ça ne coûte pas cher. Avec le gouvernement actuellement. Il ne faut pas que ça coûte cher, on s'entend. L'exercice physique, il y en a partout au Québec. Qu'il soit en Gaspésie, des gyms, il y en a partout. Faire du vélo stationnaire, c'est pas compliqué. 3 fois par semaine, c'est pas mer à boire non plus. Il y a des choses à faire, qu'on va essayer de lancer des projets multicentriques avec vraiment beaucoup de gens qui vont être impliqués là-dedans. Puis les techniques de stimulation en passant, là, que vous voyez, que vous avez vu sur la tête de la petite fille, ça coûte 1 000 une machine comme ça. C'est rien, là. On n'est pas à 100 000 là. Okay? Donc, c'est des solutions concrètes, faciles à utiliser, puis qui ne coûtent rien. Donc, il y a de l'espoir. On peut en acheter plusieurs centaines de ces machines-là. Le TCC, moi, le message aussi que je vous envoie, c'est que ce n'est pas le déclenchement de l'Alzheimer, mais pas du tout. Si on se prend en main au plan physique, au plan cognitif, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Puis mon message, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour stimuler nos neurones. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que juste l'activation mentale, de faire des puzzles, de venir ici aujourd'hui, de faire forcer vos méninges, comme on dit, ça l'aide beaucoup au bien-être des neurones. Puis évidemment, au maintien des capacités cognitives. Maintenant que vous avez été informé sur les effets des commotions cérébrales, votre responsabilité, c'est de prévenir les récidives. Les commotions cérébrales, ça va durer. Est-ce que le sport est important pour la société? Absolument. Mon message aujourd'hui, c'est vraiment pas d'arrêter de faire du sport. Si on arrête de faire du sport, il y a un problème bien plus grave qui va être créé, qu'on appelle l'obésité. Okay? Beaucoup plus grave que les traumatismes crâniens. Okay? Chez les jeunes. Donc, continuons de pratiquer des sports, continuons de nous amuser. Par contre, faisons-le de façon plus intelligente. Quand on est rendu à 3-4 commotions, moi, j'étais un sportif toute ma vie aussi, là. Puis après 3-4 commotions, tu m'aurais dit, OK, ben, tu ne peux plus jouer au hockey, mais va jouer au badminton. Ça aurait pris une semaine de deuil. Là. J'aurais trouvé une passion pour le badminton ou le volleyball. Ça aurait pris 3 jours, puis je tripais sur le volleyball. Un sportif, c'est un sportif. Fait que changer de sport, ben, ce n'est pas la fin du monde. De toute façon, il n'y a personne ici dans la salle qui joue pour la Ligue nationale, je n'ai pas connu, qui gagne sa vie avec ça. Il n'y a pas de gain vraiment associé à jouer au hockey, à part que de se tenir en groupe. Puis ça, c'est super important.
Mais quand vous avez subi 3-4 commotions cérébrales, je vous dirais, il faut penser à faire autre chose. T'sais. Les risques viennent trop importants pour ce que ça vous apporte, puis vous pouvez faire toutes sortes d'autres choses. Autre chose, il ne faut pas se fier aux témoignages des athlètes confus. J'espère que c'est assez clair. Aussitôt que vous suspectez qu'il y a quelque chose, on retire le joueur. Après 6 jours, de toute façon, si c'est fait de façon intelligente, comme je vous ai dit, 90% des cas, il va être correct. Il va être revenu à 100% ou presque à 100%. Dans le doute, vous retirez le joueur du jeu. Donc ça, c'est votre responsabilité. Ma responsabilité, c'est de continuer de travailler à développer des méthodes de traitement efficaces pour atténuer les séquelles des commotions cérébrales. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui sont ici, qui ont travaillé de près ou de loin à ces projets-là, puis particulièrement ces gens-là qui font la job. Moi, ma job, c'est de vous parler aujourd'hui, mais ceux qui travaillent, là, c'est eux. Ce sont les étudiants en doctorat, ce sont tous ceux qui me font briller, mais vraiment à eux autres que ça revient tout ça. Là. Moi, je ne fais rien là-dedans, à part de leur proposer des idées, puis ils sont assez fous pour le faire. S'il n'y avait pas du courage, ça ne se serait pas fait. Donc, je les remercie très, très chaleureusement. Merci beaucoup. Ma question, c'est concernant le glutamate. Vous avez dit que le glutamate est nécessaire à l'apprentissage. C'est l'apprentissage moteur ou ça peut servir à n'importe quel apprentissage, l'apprentissage de connaissances, oui. La mémorisation et ainsi de suite. J'aimerais que vous... Excellente question, monsieur. En fait, le glutamate, c'est le neurotransmetteur central, effectivement, dans l'apprentissage moteur, mais aussi l'apprentissage plus, comme je vous parlais, de mémoire épisodique. Le glutamate est très, très, très important. C'est lui qui domine dans tous les neurotransmetteurs au cerveau des substances chimiques excitatrices qui nous permettent de créer des nouvelles synapses. Le glutamate est pas mal derrière chacun d'entre eux. Donc, quand on a moins, typiquement, c'est associé à 2 choses. Mort neuronale, parce qu'il est tellement partout, ce glutamate-là, que s'il y en a moins, c'est parce qu'il y a moins de neurones. C'est assez typique. N'oubliez pas, je prends un petit dé là, de 1 cm3, puis je regarde dedans. Bien, s'il y a moins de neurones dedans, ben, ça va faire qu'il va y avoir moins de glutamate. Donc, c'est un des indices. L'autre indice, c'est également qu'il y a moins de disponibilité pour créer des nouvelles synapses. Ça. Donc, c'est une très bonne question, puis c'est vrai pour à peu près tous les types d'apprentissage. Félicitations pour vos recherches. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est la diffusion de ça. Ouais. Vis-à-vis les coachs, vis-à-vis les organisations sportives, les fédérations. Est-ce que vous comptez faire quelque chose de ce côté-là? C'est effectivement le gouvernement, le ministère de l'Éducation et du Sport et des Loisirs, là, je le mentionne, le ministère de l'Éducation regroupe les sports, avait créé un comité d'experts au mois d'avril sous Mme Malavoie, le gouvernement de Mme Marois, pour justement, on a réuni tous les experts à peu près au Québec pour discuter des enjeux, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour qu'il y ait une prise en charge réelle dans toutes les régions du Québec. Ça, c'est un enjeu majeur qui est très important. Il ne faut pas que ça devienne un phénomène montréalais, cette affaire-là. Là. C'était vraiment pas ça. Puis ça a eu lieu et il devrait y avoir des recommandations qui vont sortir très, très, très prochainement. Ça fait 1 an, là, en fait, que les consultations publiques ont été faites. Puis le rapport est en chemin présentement. Est-ce que ça va mener à des changements, des bouleversements? Je ne pense pas. On est cassé comme des clous. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives personnelles de gens comme moi qui on essaie d'en faire de plus en plus. Pas beaucoup d'argent pour la prévention au Québec, au Canada non plus. Donc on essaie de le faire le plus souvent possible gratuitement, mais on voit souvent que ça n'a pas de bon sens non plus. Oui, ça prendrait vraiment une décision, à mon avis, politique, de dire, OK, on va se prendre en charge, on va créer des couloirs de service pour les athlètes de partout au Québec. Les gens qui vont prendre en charge les commotions cérébrales, ce n'est pas les neuropsychologues comme moi. Ça va être les médecins de famille, où il y en a 11 000 répartis sur tout le territoire du Québec. Nous, faire de l'éducation auprès de la faculté de médecine, ça, c'est facile. On va le faire, ça va être fait. Mais ça va être vraiment quelque chose qui va prendre de l'ampleur. On a vu au mois d'octobre, on a co-signé moi-même avec les associations des neurologues du Québec un document d'énoncé de position justement pour la prise en charge, pour le changement de réglementation, certaines règles un peu bizarres du sport, là, notamment du football et du hockey, qui vont assainir la pratique du sport. Mais vraiment, oui, il y a beaucoup de choses qui se font de façon bénévole actuellement.
Oui, bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour faire avancer la science. C'est fort intéressant. Je suis Denise Lapierre, je suis patrouilleur de ski à Vallée-du-Parc. Et pour faire suite peut-être à la réponse que vous venez de donner, on sait que c'est sur le web des diffusions. Alors, je répondrai au monsieur qu'il y a plein de monde qui peuvent aller voir ça, là, puis c'est notre job à tout le monde. S'il y en a juste un, si on en parle juste à une personne, ça se multiplie déjà en double de la population qui est ici dans la salle. Fait que ça a déjà son effet qui est gratuit, dans le fond, puis qui peut être intéressant. Alors, puis on peut le faire plus qu'à une personne, le multiplier, dans le fond. Tout à fait. Et ça devient beaucoup multiplicateur. Oui. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et ma question, c'est, chez nous, à Vallée-du-Parc, on a un parc à neige. Oui. Puis là, on a parlé beaucoup des hockeyeurs, footballeurs, mais dans le fond, dans tous les sports. Ben, Et dans le parc à neige, bon, ils font des flips, puis ils tombent sur la tête, puis ils s'en foutent. Puis, absolument. mais quand vous dites que c'est notre responsabilité de faire en sorte que ça va jusqu'où, moi, je vais lui dire, mais... Vous avez raison. Je fais quoi? Je fais quoi après? Je pense vraiment que c'est une responsabilité partagée par l'athlète et les parents, les gens qui sont autour. Le hockey, le football, on est très avantagés parce qu'on regarde les joueurs faire. Oui. On est autour, on est tous des observateurs du comportement. Il y a beaucoup de blessures également dans le ski. Hein. Beaucoup de commotions cérébrales qui ne sont pas rapportées. Il y a quand même des belles statistiques aux États-Unis là-dessus, où la prise en charge est très complexe. Effectivement, parce qu'il y a peu de patrouilleurs. Puis, c'est pas dans la mentalité, c'est pas enseigné non plus. C'est plus un sport récréatif, non fédéré, où les gens, donc, c'est difficile de mettre en place justement des canaux de communication où il va y avoir une prise en charge des gens qui ont été blessés. Il y a beaucoup de travail à faire. Ça, j'avoue qu'il va falloir travailler très fort pour se rendre là. Ça fait partie des sports à risque où, franchement, on n'en parle jamais parce qu'on ne le sait pas. T'sais, on n'a pas de stats là-dessus. Non, ça c'est vrai parce que, tu sais, dans le fond, quand ils nous demandent notre aide, ben là, à ce moment-là, on s'en aperçoit, c'est l'ambulance automatique, puis ils sont amenés à l'hôpital. Sauf que eux autres, souvent, quand ils sont dans le parc, ils tombent, puis ils se relèvent, puis c'est correct, là, mais on les a pas vus, là, tu sais. Fait qu'on le sait pas, là, nous. Là. C'est la culture des sports extrêmes aussi, disons, qui ne se plaignent pas de grand-chose. Non, mais pas pantoute, là, surtout ils sont des gangs, hein. C'est ça. Mais c'est ça, hein, l'effet d'être avec leur père. Là, tu ne veux pas avoir de l'air moumoune face à tes collègues. Là. Oui. Ouais. Puis quand vous avez parlé à un moment donné à l'intérieur d'un graphique d'augmenter le niveau de simulation, quand on le fait par soi-même, on voyait que la ligne était plate. Ben, en fait, parce qu'il n'y a pas de simulation. Mais quand vous dites augmenter, ça veut dire quoi pour vous quand vous dites ça? Elle était plate pour une tâche qui n'avait pas fait plusieurs journées. À la tâche qui avait répété 5 jours en ligne, il y avait une amélioration quand même. Donc, n'importe qui peut, en s'entraînant cognitivement, quand même améliorer leur fonction, mais ça n'aura pas un effet généralisateur. Ça ne se généralisera pas à toutes les tâches motrices qui impliquent la région qu'on a stimulée. Donc, ça, c'est ce qui nous fait dire qu'on devrait, probablement, chez les gens qui ont des séquelles de leur traumatisme crânien, appliquer cette stimulation-là, en plus de la stimulation cognitive qu'on peut faire nous-mêmes. OK, c'est bon. Puis on fait vraiment la stimulation en même temps qu'ils font la tâche. Oui, non, c'est ça qui est merveilleux. Mais ça, à ce moment-là, on a besoin de quelqu'un. On peut pas faire ça sur soi-même. Oui, mais il y a déjà des gens, hein, franchement, là, dans les instituts de réadaptation, il y en a partout au Québec. Il y en a en Mauricie, il y en a vraiment partout. Ils font de la stimulation cognitive déjà. Ça serait très, 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 très peu coûteux de mettre une machine sur la tête en même temps. C'est rien. Là. On est à 5 ans de le faire nous-mêmes, moi-même, en fait. OK. De le montrer dans une population hospitalière. Bien, un gros merci. Merci. Louis, c'est quoi les sports les plus dangereux pour les commotions cérébrales? C'est le football, le hockey, le soccer. À cause qu'il y a beaucoup de gens qui jouent. Puis si on contrôle pour le nombre de personnes, c'est-à-dire si on... Oui, le plus... non, j'exclus la boxe, qui est un sport quand même. Mais la boxe, le but... ça, je vais vous dire quelque chose qui est un peu frappant, là. Mais quand vous y pensez, la boxe puis les arts martiaux mixtes, l'objectif, c'est justement de mettre le gars KO, c'est de donner une commotion cérébrale. Vous réalisez ça? C'est quand même particulier. Il faut penser aussi que le ministère de l'Éducation, pour les jeunes, les repris de la société, qu'est-ce qu'ils font avec? Souvent, c'est qu'ils dans des programmes de réinsertion sociale, ils inscrivent à la boxe. Ça, c'est subventionné par le ministère de l'Éducation. Fait que, tu sais, on se dit, ouais, OK,
il y a du travail à faire, mais ça a été dénoncé justement dans nos documents, dans nos doléances récentes avec l'Association des neurologues du Québec. Mais c'est des choses donc, qui vont changer, ça n'a pas de sens. C'est des sports qui, pour nous, devraient être interdits aux mineurs. Des sports interdits, excusez. Surtout les sports martiaux mixtes quand même. C'est vraiment incroyable. Tu sais, vous savez, je peux me permettre un commentaire sur la boxe? Un commentaire de plus. La boxe, on sait que par l'âge de 50 ans, ça va être 33% des athlètes qui vont subir des symptômes sévères. Okay? 33% des athlètes d'élite qui se sont battus souvent, qui vont avoir des symptômes moteurs très sévères, des symptômes cognitifs très sévères, un peu à la Mohamed Ali. Mohamed Ali, là, c'est pas tant l'exception à la règle. Là. Il n'est pas loin d'être la norme à 30 quelques %. Okay? N'oubliez pas qu'il a développé ces symptômes-là à 40 quelques années. Donc, imaginez la perte de qualité de vie que ce gars-là a connue. C'est absolument aberrant. Mais bon. Moi, j'ai une question à savoir. Vous disiez que dans 90% des cas, les commotions se réglaient au bout d'une semaine, 10 jours. Pour le 10%, là, qu'est-ce qui fait que ça ne se règle pas, que c'est plus long? Puis ça peut être quoi les séquelles? Excellente question. Ça, d'ailleurs, je veux juste ajouter mon commentaire sur le fait que c'est la première commotion, c'est 90% qui s'en remettent bien. Quand c'est rendu une deuxième, une troisième, c'est moins que ça. Ça diminue. Mais le 10%, c'est l'objet d'à peu près 1000 projets de recherche dans le monde. C'est extrêmement... On essaie de voir. Il y a des effets définitivement psychologiques. Donc, des gens qui étaient plus anxieux, par exemple. Lorsqu'ils développent des symptômes, bien, il y a une combinaison de l'anxiété, donc d'avoir des symptômes, une peur de ce qui va advenir, qui génère elle-même des symptômes. C'est très connu. Mais il y a toutes sortes d'affaires génétiques aussi. Donc, des gens qui ont des facteurs de protection du cerveau, qu'on évalue d'ailleurs dans mon laboratoire, qui vont faire que des gens vont se remettre vraiment très, très bien de la commotion et d'autres vraiment moins bien. Donc, il y a plusieurs gènes impliqués là-dedans. Mais je vous dis, ça fait à peu près 10 ans qu'on étudie ça. On a identifié une dizaine de facteurs, mais ce sont des facteurs de personnalité, de problèmes comorbides de santé, là, par exemple des troubles affectifs, ces choses-là. Mais c'est la question de l'heure. C'est une très bonne question. Moi, j'avais une question par rapport à... Vous dites que ce n'est pas un facteur de prédisposition peut-être à l'Alzheimer. J'aimerais ça avoir votre opinion. Il n'y a pas des études qui parlent de, chez les traumatisés crâniens, qu'il va y avoir plus de plaques amyloïdes, plaques séniles, puis ça chez ces gens-là? Oui, bien, c'est bien que vous souligniez le point. Ce que j'ai dit, c'est pas que leur patron ne ressemble pas à une maladie d'Alzheimer, ce qui implique plus les bêta-amyloïdes, justement, les plaques séniles. Ça, vous avez raison. La plaque sénile, on ne la retrouve pas dans le cerveau commotionné. C'est étrange, mais on retrouve énormément dans l'enchevêtrement neurofibrillaire, qui est l'autre marqueur pathologique de l'Alzheimer's. Et on le retrouve de façon très prédominante en frontale, ce qui montre que c'est dans un langage plus médical, c'est une taupathie du cerveau. Donc, ce que j'essaie d'illustrer, c'est que c'est une pathologie en elle-même. Ce n'est pas une pathologie d'Alzheimer, c'est une pathologie du traumatisé crânien chronique. C'est ça qu'on essaie d'illustrer. C'est un pattern complètement différent, en fait. Mais ça a des séquelles qui ressemblent beaucoup à l'Alzheimer à long terme, effectivement. Parce que les enchevêtrements vont aller partout sur le cerveau à long terme. Ouais. Un très bon point, merci. Disons quelqu'un qui a un TCC léger, oui. Puis que, mettons, ça perdure les symptômes là, sur une longue période, puis avec des problèmes d'attention. Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation du Ritalin? Je pense que c'est très positif, pour en avoir vu beaucoup, qui ont... dans l'Institut de réadaptation également des jeunes qui ont subi des commotions multiples. Quand ils viennent à moi en clinique, je fais juste ça en clinique, j'en fais pas beaucoup, mais ce que je fais, c'est des cas compliqués. Puis le Ritalin est quand même très bénéfique. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont des problèmes d'attention, des problèmes de lenteur. Donc, le Ritalin va un peu les égayer, puis ce n'est pas associé à des symptômes, ça ne génère pas plus d'effets secondaires que chez une personne normale. Les mécanismes du médicament semble positivement affecter le jeune. Donc, quelque part, ça vient compenser de la même façon qu'un trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, les problèmes d'attention. Est-ce qu'ils vont en prendre tout le temps ou vous pensez qu'à un moment donné, avec le temps, il va y avoir une récupération puis ils pourraient... Mes données vous montrent qu'ils vont en prendre tout le temps. Parce qu'il n'y a rien qui part. Tout reste. S'ils sont rendus surtout à 7-8 commotions cérébrales, ils vont toujours bénéficier du médicament. Ce n'est pas qu'ils vont en avoir toujours besoin. Le principe, c'est juste que... en fait, ils vont toujours avoir une amélioration en le prenant. Quand on regarde pour enlever le médicament, normalement autour de 18 ans, chez le TDAH, quand on fait une évaluation neuropsy, on regarde, y a-t-il encore un bénéfice associé à la prise du médicament?
à peu près 40% des cas, c'est non, la réponse. Mais chez le TCC, les effets de la maturation du cerveau, ça aura, vraiment, le médicament peut toujours être positif. C'est tout nouveau, ça, en fait. De plus en plus, on commence à les médicamenter avec des bons résultats. On a répondu à toutes vos questions. Parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Louis. Ça a été super intéressant. Merci beaucoup d'être venu.